Bonjour à toi, bienvenue dans Le Passage, le podcast qui parle d'adolescence autrement. Moi c'est Laure, je suis médecin, maman et créatrice de l'univers Le Cœur Net sur Instagram, TikTok, YouTube. Ici on écoute des histoires d'adolescence sans filtre pour réfléchir ensemble, apprendre, comprendre et peut-être aussi nous réconcilier avec l'ado qu'on était ou pourquoi pas accompagner les adultes de demain. C'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! Je suis particulièrement touchée à l'idée de recevoir dans cet épisode quelqu'un que j'aime, un auteur-compositeur-interprète qui a développé le projet Enfantillage depuis une quinzaine d'années, qui a invité au fil du temps près d'une centaine d'artistes à le rejoindre pour des duos, pour la plupart issus du milieu de la chanson, mais aussi des acteurs, des comédiens de France et du monde entier. T'es passionné de métal et cette année tu concrétises ton envie de faire se croiser avec Enfantillage, ton projet donc, au travers du projet Eldebert, Enfantillage 666, un album clairement un allemand clairement rock'n'roll. De façon poétique et avec une écriture ciselée, ça c'est ta marque de fabrique, tu traites des sujets de société, harcèlement scolaire, propension de l'humanité à enchaîner les conflits, féminisme aussi, et des sujets plus légers avec notamment notre chanson familiale de Jump. T'es aussi l'auteur de livres audio pour enfants, des histoires extraordinaires de Gaspard, dans lesquels tu joues le papa, moi la maman, et nos enfants, ceux de la famille Boniface. Guillaume, tu es un invité particulier, puisqu'on est mariés, puisqu'on partage notre vie depuis bientôt 16 ans, et qu'on élève comme on peut nos 3 loustiques ensemble. Bienvenue chez nous, dans cet épisode du Passage, pour aborder ton adolescence. Bonne chance. Bien résumé, ça va? Alors, en préparant ton interview, tu m'as dit que ta chanson qui te représente, celle qui représente ton adolescence, c'est Highway to Hell d'ACDC. Alors pourquoi et comment t'étais à cette époque d'Highway to Hell et comment t'as vécu cette chanson toi? Parce que c'est une rencontre en fait. C'est-à-dire que je trouve sur la banquette arrière de la voiture, à la fin de mon enfance, début de l'adolescence, c'est-à-dire juste après ma deuxième communion, je trouve la cassette d'ACDC sans boîte qui a été laissée tomber par le grand frère d'un pote qu'on ramenait en voiture. Et à ma deuxième communion, j'avais eu un Walkman avec une compile énergie. C'était le début des radios libres. Et sur la compile énergie, il y avait pas mal de variétés françaises et tout. Il n'y avait pas de métal, évidemment. Et du coup, la cassette d'ACDC, elle a supplanté cette compilation. Et là, j'ai commencé à découvrir un autre son. Et un autre monde, en fait. C'est-à-dire que le monde du métal, c'est beaucoup d'imaginaire. C'est beaucoup de fantastique, c'est beaucoup d'heroic fantasy, de science-fiction. Ça convoque vraiment tout un théâtre. Et du coup, je passe l'adolescence avec ça. C'est un peu comme une espèce de nouvelle porte qui s'ouvre. C'est pour ça que cette chanson, elle m'accompagne jusqu'à l'âge adulte, en fait, et qu'elle est un marqueur de mon adolescence, parce que c'est aussi le côté transgressif du rock'n'roll, qui est une contre-culture au départ, et qui va dans le sens de l'adolescence, parce que les contre-cultures, c'est des choses qu'on attrape quand on est ado. Et tu dirais que cette chanson, elle t'a fait du bien, elle t'a apporté en quel sens en fait? Qu'est-ce que tu retrouvais davantage? Parce que c'est dynamique, ça me consolait aussi, ça me donnait de la force, ça m'encourageait. Et du coup, c'est quelque chose qui t'accompagne, mais qui est aussi, c'est pas une musique que tu écoutes pour te détendre. C'est une musique qui a un sens, qui a une fonction, en fait. Et c'est quelque chose que tu vivais plutôt seul, ou au contraire, tu partageais avec des proches? Les deux. Parce que c'est l'époque de l'adolescence où je vais commencer la guitare aussi, un peu plus tard, vers la 3e, au collège. Et donc, du coup, je partage avec les copains avec qui je vais faire mon premier groupe, comme plein d'adolescents. Et du coup, mais c'est aussi un truc intérieur. C'est-à-dire que les moments où ça va pas, les moments où j'ai besoin d'être dans un refuge, de retrouver mon nid et tout, ça va m'aider en fait, ça va me réconforter. C'est la fonction d'un plaid ou d'une couverture aussi, ça peut faire ça aussi. Et justement, il était comment le Guillaume ado, voilà, même physiquement, et quel caractère il avait? Alors, physiquement, j'ai eu envie assez vite d'avoir les cheveux longs. Et donc en fait, tu passes forcément par la phase nuque longue, qui est un peu galère, quoi, et qui revient à la mode aujourd'hui, c'est bizarre. Et évidemment, les boutons, qui sont
il s'avère être une vraie galère. Du coup, je me souviens que ma mère, elle m'achetait de l'eau précieuse. Donc, physiquement, c'est chaud parce qu'il y a la transformation physique, c'est galère. Il y a cette transition. Et puis, comment j'étais? J'étais perdu comme tous les ados. Et tu me disais aussi qu'en période scolaire, la scolarité, ça n'a pas été évident. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, ma scolarité, ça a été très compliqué parce que j'étais pas cancre. J'étais juste un élève moyen, mais pas, j'étais pas à l'aise, en fait, j'étais pas bien. J'avais un problème avec la façon d'enseigner. Et donc, du coup, moi, j'avais envie d'être valorisé comme tous les ados, comme tous les enfants. Et j'arrivais pas à l'être dans ce qu'on me proposait. Donc, je l'étais par tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire le sport et les arts. Le dessin, la musique, les imitations des profs et tout ça. Mais ça, tu fais pas une carrière scolaire, une carrière d'élève et d'étudiant comme ça. Donc, du coup, je me sentais exclu, je me sentais pas dedans et c'était compliqué. Donc, du coup, bah, j'ai traîné, j'ai fait des bêtises et j'ai commencé à redoubler ma sixième. Après, j'ai été un élève moyen. En troisième, j'ai redoublé encore une fois. Mes parents ont poussé pour que j'aille en seconde parce qu'à l'époque, partir en parcours professionnel, c'était pas bien vu. Donc, ils ont tout fait pour freiner, malgré les orientations qui m'étaient conseillées, c'est-à-dire CAP, BEP, Bac Pro, ce que j'ai fini par faire après. Et donc, ils m'ont dit, bon, bah, allez, on va aller en seconde, on va la tenter en seconde, on va la tenter au lycée. C'était une connerie. Parce qu'au bout du premier trimestre, vers Noël, le prof principal a appelé mes parents pour me dire bah, que j'étais viré. Parce que j'étais pas là, en fait. Il y avait mon prof de physique qui avait mis sur le bulletin c'est qui? Avec un point d'interrogation. Donc, j'y allais pas, en fait. J'y allais pas, j'allais jouer de la guitare dans un local de répète avec des copains. Et je faisais que ça, j'étais intéressé. Ah, si en seconde on étudiait la guitare avec lui, j'aurais eu des super notes. Oui, bien sûr. Et tu dirais quoi de ce monde de l'éducation quand tu l'as perçu comme quelque chose de violent? Ouais, hyper violent, parce que je me sentais de plus en plus exclu. J'avais une espèce de conflit aussi avec un prof de maths qui, avec mon retard, faisait qu'il n'était pas beaucoup plus âgé que moi, il devait avoir 3 ans de plus. Il s'appelait Nicolas. J'ai revu après, plus tard. Et en fait, moi, j'allais dans ses cours, j'étais tellement... En fait, le problème, c'est que, tu sais, t'es dans les sables mouvants, en fait, tu t'enfonces, et au bout d'un mois, 2 mois, si t'as pas récupéré, t'es mort, en fait. Donc, au bout d'un moment, moi, je sentais que j'étais 100 pieds sous terre, et que je pourrais plus rattraper le train, c'était impossible, quoi. Et donc, lui, il me le faisait sentir. Donc, finalement, j'arrivais en cours de maths avec un coussin, un Walkman, et je me souviens, je mettais la cassette de Guns N' Roses, euh, attends, c'est quel album? Appetite for Destruction, que je mettais devant, en mode on air, c'est-à-dire que je suis pas là, j'écoute ça, et je mettais mon coussin, et lui, il venait, il prenait ma cassette comme ça, puis il disait, c'est bien de la merde, ça. Puis il la posait et tout, comme il m'en faussait encore plus. Puis moi, c'était un peu rebelle. C'était aussi une Provoque. façon de dire, ouais, Bah oui. j'en ai rien à foutre, de toute façon, vos équations, je comprends rien. Donc je dormais, donc au bout d'un moment, c'est plus possible, ils m'ont dit dehors. Donc là, mes parents, ils ont eu un réflexe plutôt bon, parce que moi, j'étais fils unique, je suis fils unique, donc j'étais aimé comme le soleil, comme disait Nicolas Mathieu. Du coup, j'ai une enfance très cool. Mes parents étaient très gentils, trop. Et sauf que là, ils m'ont dit, bon, bah, t'es plus dans le parcours scolaire, donc tu vas aller à l'usine. Donc j'ai travaillé à l'usine dans une blanchisserie pour un hôpital où c'était en mode Zola, hein, c'était vraiment, t'avais une sécheuse repasseuse, c'était une machine avec un tapis roulant, et je mettais des thés d'oreiller qui arrivaient dans un grand bac qui était humide, et je les mettais dedans, je faisais ça toute la journée, quoi. Avec des mecs, et la pause sandwich chronométrée, les contremaîtres, la sonnerie, tout ça, quoi. Et ça, en fait, ça m'a fait prendre conscience que j'avais déconné. Et donc après, j'ai repris par CAP, BEP que j'ai passé en même temps, en photo et vidéo. Du coup, c'était super parce que c'était une façon de raccrocher avec ce que je savais un peu faire, c'est-à-dire raconter des histoires. C'est-à-dire créer des choses, créer des mondes, créer des personnages et donner mon point de vue sur comment je vois la vie, mon paradigme à moi. Donc, c'était une voie artistique et là, j'ai plongé et là, j'ai été super bon parce que les matières générales n'étaient pas trop dures, les maths, c'était pas trop dur. Euh, le français, je me sortais bien, donc ça allait. Et par contre, et en plus, je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais créer, faire plein de trucs. Donc, je suis arrivé en bac pro, j'ai eu mon bac à 23 balais. Mais par contre, épanouissement total, nouvelle vie, j'ai été un homme nouveau. On peut parler de liberté finalement. Ben ouais, parce que tout d'un coup, j'étais plus à l'école. On allait faire un reportage à micro-trottoir dans la rue. On allait, on inventait on inventait des choses. On faisait de la BD, on faisait des films, on faisait des courts-métrages. On apprenait à développer des photos. On faisait plein de dessins. Donc moi, j'étais
tout d'un coup, pour moi, c'était plus l'école. Et c'est intéressant parce qu'on sent qu'il y a eu une transition entre l'élève dans ce milieu très hostile, scolaire, violent même, on a utilisé ce terme, et ensuite l'étudiant qui se libère en fait de tout ça. Qu'est-ce qui a été une ressource pour toi à ce moment-là pour faire ce passage justement de l'écolier entre guillemets malheureux à ce jeune adulte peut-être voilà, qui sort de tout ça? En fait, ce renouveau, en fait, il a été apporté par une, un enseignement où il y avait des choses que j'aimais, que j'ai accrochées. Tu vois, les maths, mon cerveau n'était pas fait pour ça. J'ai un traumatisme de l'enfance du tableau vert sur lequel la maîtresse écrivait des problèmes de maths pendant qu'on était en récré. Et tu sais, il y avait un volet, tu vois, le volet. Très bien. Et donc, quand on rentrait de récré, le volet s'ouvrait comme ça, ou dans l'autre sens, je sais plus, hein. Et là, on se dévoilait le problème. Et là, tout d'un coup, c'était ça, à chaque fois, rien que d'y penser, ça me crispe encore, toi, c'est dingue. Et c'est de relire le truc qui disait, sachant que Michel va, tu vois, Avec 3 poches. déjà, la phrase commence par sachant que je crispe. Et en fait, l'énoncé, déjà, ça me bloquait parce que le problème en soi n'était pas très dur. Mais simplement, c'était pas ma façon de voir le truc. Et c'est intéressant parce que ça atterrit, ce problème atterrit dans certaines de tes chansons. Ouais. Ah, je sais. De toute façon, tous mes blocages, que ce soit mes souffrances adolescentes ou mes bonheurs adolescents, tout ça, c'est de la matière et ça se recoule forcément dans des chansons. Si j'avais été dessinateur de BD, on l'aurait trouvé dans mes BD. C'est forcément ça. Et c'est drôle parce que tu disais, j'ai pu revoir le professeur qui m'a fait du mal à l'époque. On peut dire ça comme ça. Ouais, puis moi aussi, je lui ai fait du mal parce que lui, il arrivait, il avait, je sais pas, quand tu commences prof au lycée, t'as quel âge? 20 ans, 22 ans? 4 ans, 24 ans. Ouais. Il arrivait à 24 ans, il avait une espèce de boulet avec une nuque longue qui écoutait rien et qui était nul. Je pense que moi aussi, je lui ai fait du mal. Et lui aussi, parce qu'il m'humiliait, puis on était en fight tous les deux, quoi. Et je l'ai revu à un concert, il est venu avec ses enfants, c'est marrant, quoi. On a revu une bière ensemble et puis on a reparlé de cette époque-là. Et c'est fou, quoi, parce que il s'est passé une vingtaine d'années, peut-être. Ça t'a fait du bien, cette rencontre? Ouais, carrément. Bah ouais. Puis lui aussi, peut-être. Il s'est dit, ouais, tu prends du recul aussi, quoi, tu vois. Moi, ce que je constate aussi, c'est que le système fait qu'aujourd'hui, les profs peuvent être aussi toujours en difficulté qu'à l'époque. Ouais. Ouais, puis il y avait, alors moins maintenant, parce qu'on en parle plus, c'est que ça s'est amélioré, mais il y avait un truc d'humiliation. Et moi, ces humiliations-là, je les partage avec Jackie Schwarzman, qui est un auteur de polar, qui était avec moi du collège de la 5e jusqu'à la 3e. On a fait 800 000 coups ensemble. Et lui, il s'est trouvé dans l'écriture de polar et de séries aujourd'hui, comme moi, je me suis trouvé dans la chanson pour enfants. Et aujourd'hui, on a un peu notre petite revanche sur ces humiliations qu'on a entendues et qui nous a quelque part marqué comme des espèces de... Tu sais, comme quand on te marque au fer rouge. Moi, je sais que c'est un truc que j'ai porté parce que je me souviens de Jacquino, un prof d'histoire, qui nous pointait des doigts comme ça, qui nous disait « Schwarzman, Aldebert, vous êtes du bois dont on fait les futurs chômeurs. » Le mec, il dit ça, tu sais, devant toute la classe. Et cette phrase-là, c'est pas un prof qui tape du poing sur la table et qui gueule. C'est pas ça. C'est un truc qui, tout d'un coup, vous perfore et qui reste. Et moi, cette phrase-là, maintenant, on en rigole. On s'en affranchit. Et quelque part, peut-être, ça nous a aidés dans cette démarche de dire, bon, on va surpasser pour que Jacquino ne montre plus du doigt, comme il disait avant. Et voilà, Jacquino s'est transformé en Martino. Dans mes chansons aussi. C'est devenu un personnage de méchant, entre guillemets. Donc voilà, finalement, ça m'a servi. Mais sur le coup, tu sais, en fait, de se dire, bah, t'as un prof qui te dit, de toute façon, vous êtes nuls, et dans la vie qui arrive, là, dans la vie professionnelle, vous serez nuls. Comment tu veux avancer? C'est pas possible. Ouais, c'est terrible. Et justement, quand tu as entendu cette phrase en classe, là, en tant qu'élève, qu'est-ce qui t'aurait manqué, justement, qu'est-ce qui t'a manqué, qui t'aurait permis de réagir tout de suite ou de rebondir et pas être dans cette période d'échec scolaire, on peut dire? Alors, je sais pas, mais je pense que si j'avais réussi, parce que je veux pas mettre la faute sur le système. Le système, il est fait de telle façon que tu dois être bon partout. Tu dois avoir le cerveau pour les maths, tu dois avoir la mémoire pour apprendre l'histoire, tu dois avoir l'imagination pour écrire des rédactions. Les jambes pour le sport. Tu dois tout avoir. Ouais,
on n'a pas, tout le monde n'a pas tout, en fait. Il y a plein de trucs dont on manque et c'est normal. Il y a toujours l'élève qui réussit partout, qui est beau, qui a toutes les nanas, et la fille qui a tous les super beaux mecs. Il y a la personne, comme on dit maintenant, populaire au collège et au lycée, mais c'est dur. Et pour les autres, ils rament. On le sait, maintenant, on le voit. Moi, si j'avais été valorisé dans peut-être 2 ou 3 matières, je pense que ça m'aurait aidé à supporter le reste, quoi. Mais du coup, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que on sent qu'on est repoussé et on se conforte dans cette idée de ouais, de toute façon, je suis un rebelle, le système n'est pas pour moi, allez vous faire foutre, j'y vais pas. Et moi, j'étais pas très courageux. J'étais un sacré lâche, en plus, un lâche fils unique. Donc, du coup, peut-être que j'aurais besoin d'un beaucoup de pied au cul de mes parents, peut-être aussi. Mais voilà, j'ai eu de la chance de me réaliser dans un autre truc, mais franchement, j'ai eu beaucoup de chance. C'est drôle parce que le personnage de Martino dont tu parlais à l'instant que tu as inventé, il n'y a qu'aujourd'hui que tu donnes le vrai nom. Tu le faisais pas au début. J'en parlais un peu en interview. Ouais, j'en parlais parce qu'en fait, il y avait 2 profs qui m'ont un peu marqué. Il y avait une prof de maths qui s'appelait Madame Ecarno, qui était une femme très froide. Oh. Et je me souviens, il y avait un deuxième Guillaume dans la classe qui était un peu le blond pour le personnage de Bénézet, même s'il était brun. Et c'était un mec qui était hyper beau gosse, hyper gaulé, qui était en classe sport, tu sais. Donc, et il était bon en maths. Et moi, j'étais au fond. Et donc, il y avait le grand Guillaume, super beau, et le petit Guillaume, le golem qui était au fond de la classe, tu vois. Et donc, la prof, des fois, elle disait, alors Guillaume, au tableau. Alors moi, je faisais, ah. Et puis, je disais, non, mais pas vous. Tu sais? Oh là là, c'est drôle. Du coup, il faisait lire le beau gosse, parce que lui, c'était le Guillaume qui pouvait assurer la démonstration du problème en cours. Mais moi, j'étais déjà oublié, j'étais déjà dans les oubliettes, dans les sous-sols quoi, du collège. Donc voilà, c'est raide un peu. Ben, c'est carrément raide. Et à cette époque, tu t'imaginais adulte? Parce que j'imagine que tu n'avais pas idée de remplir des salles parisiennes, notamment, ou ce genre de choses. Alors là, c'était même pas envisagé. Déjà parce que c'est une époque où d'aller au tableau, quand j'avais la chance d'y aller, ou la malchance plutôt, quand j'avais la malchance d'y aller, ça me pétrifiait. C'est-à-dire que tout d'un coup, me retrouver exposé à ma classe, pour qui j'avais pas beaucoup de considération, parce que j'étais pas bon, j'étais pas populaire forcément. J'étais populaire, mais en dehors du collège, par d'autres choses que je faisais. Du coup, me retrouver au tableau, c'était complètement tétanisant. Et j'étais pétrifié, j'étais pas bien. Donc j'attendais que ça passe. Donc alors là, me retrouver à l'Olympia, dire aux gens bonsoir, Paris, des années-lumière. C'est chouette. Et tu sublimais voilà, ton art à côté de l'école, du coup? Ouais, même si je savais pas trop ce que j'allais faire, mais je sentais que, petit déjà, je sentais que j'avais peut-être quelques dispositions pour inventer des trucs. Voilà. Bon, après, c'est pas tous les enfants ont l'imagination, mais en tout cas, moi, j'avais un peu d'imagination et en plus, j'avais très envie de le faire. Donc, beaucoup de dessins. Mon père était dessinateur, donc il y avait cette culture-là à la maison. Il y avait aussi l'imitation. Et l'imitation dans la création, c'est très important. Parce que quand on veut inventer quelque chose, on reproduit les choses qu'on aime. Moi, j'ai reproduisais les voix de mes copains, je faisais les profs. Arrivé au collège, j'ai tenu une petite cassette audio qui était une espèce de magazine sonore de ce qui se passait dans la classe. C'est-à-dire qu'il y avait un journal avec les élèves que je faisais avec un copain d'enfance qui s'appelle Laurent. Et donc, on imitait les élèves, on imitait les profs et on imaginait des sketchs de vie, de ce qui se passait, on caricaturait ce qui se passait dans la classe. C'est-à-dire, il y avait une nana qui s'appelait Marjorie, qui était un peu la faillotte. Et moi, monsieur. Donc, on l'imitait et tout. On imitait le prof et tout. On faisait tous les personnages comme ça. Et c'était des sketchs, une suite de sketchs. Et la cassette tournait comme ça sous le manteau. Ça s'appelait la cassette des profs. J'ai encore un exemplaire à la maison. Et on faisait ça de temps en temps avec Laurent. Donc, quand on arrivait avec la cassette des profs, les autres élèves, c'était, waouh, on avait la méga casse. Ouais, j'ai la nouvelle cassette des profs qui la veut. Donc, ça tournait. Donc là, tout d'un coup, j'étais valorisé. En dessin, en rédaction, en sport un peu, j'étais pas mal, je suis pas trop mauvais. Et le reste, je subissais, quoi, vraiment le reste, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, on peut dire que tu es travailleur? Tu travailles beaucoup? Ouais, alors, la notion de travail, elle est bizarre parce que en France, elle est associée à un truc de souffrance. Et moi, le problème que j'ai aujourd'hui, il est drôle parce que
il y a beaucoup de gens qui associent le divertissement à quelque chose de divertissant. Donc, quand tu es dans l'entertainment, comme on dit, tu ne travailles pas parce que c'est pas associé à une souffrance. Faire un livre, faire une BD, écrire un album de chansons, imaginer une scénographie pour un spectacle, c'est de la poilade, c'est du kiff. Pour le commun des gens. Dans le ressenti, mais dans le ressenti aussi. Sauf que si tu prends du recul et tu regardes ce que ça représente en travail, c'est-à-dire en rédactionnel, en imagination, c'est pas de la souffrance, mais c'est du boulot en soi, parce que c'est des heures et des heures et des heures et des heures. Mais par contre, moi, je l'associe pas à quelque chose de contraignant, comme par exemple, tu vois, monter un mur, faire quelque chose de physique qui est pas spécialement drôle et épanouissant. Oui, tu t'aimes ce que tu fais. Ouais. Tu as moins l'impression de travailler, mais ça reste un travail à part. Encore que monter un mur, ça peut être cool aussi. Non, mais par exemple, tu fais un abri de jardin, ça peut être super. J'aimerais bien faire ça aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un truc laborieux. En fait, c'est ça. Et ça me fait penser à notre premier enfant, en fait, quand tu faisais Charlie, pour info, nos premiers débuts en tant que parents, tu partais en tournée, et je me souviens, je disais à Charlie, papa va jouer. Et très vite, j'ai réalisé que même dans le langage, C'est surtout que lui, il disait, tu vas jouer à quoi? au cube, probablement. J'ai joué au chanteur. Mais voilà, et c'est après que j'ai commencé à dire, papa va travailler. Alors certes, il va jouer de la musique, mais il va travailler. Mais c'est toujours ça. Il y a toujours... on a des amis en commun. Encore heureux. Mais c'est normal, parce que dans ce métier, il faut travailler dur pour faire croire que c'est facile. C'est ça le métier. C'est-à-dire que quand tu arrives sur scène, tu es là pour te poiler et t'éclater. Si tu arrives en disant, vous savez, monsieur, dame, franchement, c'est pas rigolo la vie. Eh ben non, pas du tout. Donc, c'est normal que les gens aient cette image-là. Il faut qu'ils l'aient, en fait. Il faut qu'ils se disent, mais comment ils s'éclatent. J'aimerais. Il faut qu'on fasse rêver les gens, quoi qu'on fasse. Dans le spectacle, c'est ça. C'est thérapeutique. Ben ouais. Si les gens viennent voir le spectacle puis ils disent, oh là là, j'aimerais pas être à sa place. Ça doit être relou de chanter des chansons, sauter partout, de rigoler, de se faire applaudir. Quelle horreur. Évidemment. C'est vrai que c'est un moment thérapeutique. Moi, c'est ce qui me plaît quand je viens accompagner la famille au concert. J'aime bien regarder les familles qui passent ce moment-là et je sens qu'il y a un truc thérapeutique là-dedans. Bien sûr. L'idée de se dire, allez, maintenant, on s'offre un moment en famille. C'est beau. Ben ouais, c'est important. Mais l'image de ce métier sera toujours un peu comme ça. C'est toujours un peu faux. C'est moins maintenant parce que, voilà, moi, mes parents, ils ont considéré que je faisais un métier et pas un hobby. En 2005, quand il y a eu leur nom sur l'Olympia, on parlait de l'Olympia. Avant, pour eux, c'était un hobby, c'est tout. C'était un loisir comme tu fais de la planche à voile ou du vélo le week-end. Donc, à côté de ça, il fallait que j'ai un travail normal. Et ça, c'est toujours parce que c'est un métier qui est dangereux, parce que le statut d'intermittent du spectacle est fragile, parce que ça peut marcher 2 ans, c'est un métier fragile. Donc, c'est normal que les gens le voient aussi un peu comme ça, peut-être. Et toi, quel conseil tu donnerais à des parents d'ados là, qui vivraient un peu comme toi, cette adolescence fragile où on n'est pas dans le système scolaire, où on ne se trouve pas forcément, on est un peu perdu, on peut dire ça. Qu'est-ce que tu aurais des conseils à donner en matière d'accompagnement Je pense qu'il faut trouver des activités ou des secteurs d'activité qu'on puisse partager avec l'ado et que ça ne soit pas du versus adulte versus ado, quoi. Parce que forcément, il y a des conflits. Moi, je voulais faire tout le contraire de ce que me proposaient les parents. Je voyais leur vie. Mais d'ailleurs, je pense que je l'ai fait inconsciemment. Mes parents avaient une vie très sédentaire avec des métiers normaux. C'est-à-dire des carrières à l'époque où on faisait 30 ans dans la même boîte, dans la même structure, avec les mêmes collègues. C'est-à-dire que tu rentrais dans la boîte et tu sortais avec ta boîte à cigares et ta sacoche pour ton départ en retraite avec les mêmes gens. Et moi, je voyais ça. J'ai vu mes parents se faner par cette vie sédentaire et tristoune. Je les accable pas. Enfin, ils ont eu déjà à l'époque où on avait du boulot, c'était déjà youpi. Mais un CDI, c'était déjà incroyable, c'était du luxe. Donc, mais moi, je pense qu'à travers mes yeux d'adolescent, je disais, oulala, si c'est tout ça pour ça, merde, ça va pas le faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un métier, entre guillemets, dangereux, fragile et à l'opposé de ce qu'eux ont vécu, je pense inconsciemment en réaction à ça.
Mais pour être bien avec son ado, moi je vais découvrir ça parce que nos enfants vont l'être dans pas longtemps, mardi, je pense. Ça va tellement vite. Euh, on va être confronté à ce truc-là. Ils vont nous trouver naze, has-been, old school, tout ce qu'on veut. Et ça va être dur. Ça va être dur de trouver des. Mais je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à construire un truc ensemble et les emmener sur des voies dans lesquelles ils se sentent bien eux. Après, j'ai pas la solution. Ouais, puis il n'y a pas de solution ultime. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir ce dont toi, tu avais besoin aussi à l'époque. Ouais. Peut-être de l'intérêt pour ce que tu faisais aussi. Je pense que... Ouais, ça, c'est dur. Parce Ouais, que c'est dur. Parce qu'il y a plein de trucs, tu vois, avec mon père, par exemple, on faisait du ski. Et ça, c'était un truc sur lequel on se retrouvait en vacances, avec mes parents, quand on allait en Italie, toujours au même endroit. C'était super. Il y avait des trucs sur lesquels on se retrouvait, on était bien. Par exemple, il y avait des fous rires à table, des trucs, tu vois, on imitait nos voisins. Il y avait des trucs créatifs avec mes parents qui étaient des moments, vraiment des précieux moments, vraiment. Et à côté de ça, moi qui adorais le métal, pour mes parents qui venaient du classique et du jazz, pour eux, c'est comme s'ils avaient adopté un enfant d'une autre planète, un Vénusien, quoi. la folie. Hein. Je sais, mais ouais. Mon père, il était passionné de Beethoven, de Glenn Gould, des sonates et tout ça. Moi, j'arrive avec Metallica. Mais aussi, j'adorais ce qu'il écoutait. On partageait plein de trucs sur le piano, sur la musique classique, sur le destin de Beethoven, sur tout ça. Mais par contre, là, il n'y a pas de rencontre possible. C'est pas possible. Ouais. C'est difficile. Donc, il laissait couler. Il disait, bon, ça va lui passer. Cette phrase, tu vois, ça, c'est un truc aussi. Ça va lui passer. C'est l'âge bête. Ma mère disait. C'est dur, ça va lui passer. Moi, j'aime dire aussi qu'on peut s'intéresser sans forcément aimer et sans forcément savoir. J'ai lu pas mal de choses sur les apprentissages, d'ailleurs, notamment de la musique, moi qui ne suis pas musicienne. Ce que j'ai entendu, c'est que les enfants, souvent, ils avaient tendance à progresser tant qu'on s'intéressait à ce qu'ils faisaient. Et si on les écoutait, qu'on se penche voilà, près d'eux, on les écoute, on s'intéresse, ils ont tendance à vouloir aller plus loin, Ouais. alors qu'on ne sait pas forcément enfin. Il y a une question que je voudrais te poser, Ouais. parce que ça, c'est toi, tu dois savoir. Il y a un côté aussi, on a envie d'épater ses parents. Et moi, je ressentais ça, surtout quand ils ne croient pas à ce que tu veux faire, tu vois. Que ça soit en sport, moi j'aimais bien le skate, l'escalade, des sports comme ça, le ski, et j'avais envie de les épater, tu vois. Ouais. Pour qu'ils disent waouh, qu'ils fassent ça, quoi. Et en musique, j'ai voulu aussi les épater pour les emmener à un concert où ils voient tout d'un coup qu'il y avait un truc qui se passait. Mon père, je me souviens de mon père à la Cigale, une des premières salles parisiennes, qui regardait autour de lui comme ça, les gens qui se levaient, qui applaudissaient, il ne comprenait pas. Et ça, c'était un moment génial pour moi, c'était une espèce d'épiphanie totale. Là, je me suis dit, ouais, cool. La reconnaissance. Ouais, tu sais, c'est un truc. J'ai beaucoup d'émotions quand je vois, par exemple, un film comme Billy Elliot, où à la fin, le père va voir son fils qui est devenu un danseur et qui rentre sur scène. Et là, rien que d'en parler, j'ai des frissons de cette scène parce que je me revois dans des proportions différentes dans ce truc-là, où tout d'un coup, tu te dis, c'est pas que tu as mangé le père, tu vois. C'est pas que tout d'un coup, ça y est, tu as réussi, c'est bon. Mais tout d'un coup, tout le travail que tu as fait dans l'ombre, où personne n'y croyait, et tout d'un coup, il est considéré. Wow, yeah, le kiff. Ça, c'est hyper important, non? Ouais, bien sûr, c'est très important. Après, ce que tu disais, de prouver, de plaire aux parents, souvent c'est valable dans la petite enfance. Et c'est justement à l'adolescence qu'on envoie tout péter. Et ça aurait pu être tout à fait l'inverse en disant, ouais. Vous fichez de ce que je fais. Non, mais il y a ça. Je pense que, de toute façon, les parents, c'est... Ok, c'est normal, mais je pense qu'au fond de soi, on a quand même envie de les épater. Bien sûr. Et d'avoir gardé leur amour et leur considération, c'est quand même important, même si c'est des vieux. Non, mais, tu vois, ouais. Je pense. Hein. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu aurais comme phrase finale envie de dire à l'ado que tu étais? Ah ouais, waouh. J'aurais envie de lui dire, t'inquiète pas gros, ça va aller. Mais en fait, j'ai tellement fait plein de choses. Moi, pour moi, en adolescence, c'est une succession de coups d'essai foireux. C'est-à-dire que je me suis essayé dans plein de trucs, dans plein d'écoles différentes, dans plein de métiers différents. Et j'ai fait que me chercher, en fait. Dans cette recherche, je me suis créé du matériel et des outils qui m'aident aujourd'hui à comprendre le monde d'une certaine façon et qui m'aident à faire ce que j'aime faire. C'est-à-dire écrire des histoires, raconter des trucs. Mais par contre, voilà, j'aurais envie de dire, tu vas te planter plein de fois,
Mais t'inquiète pas, au bout, il y a un truc cool qui va arriver. Peut-être que je lui dirais ça. C'est chouette. Mais ça fait peur. Parce que quand tu vois d'autres ados, moi je voyais des ados où tu sais, t'as l'impression que tout va se passer comme sur des roulettes. Tu sais ouais. Et toi, tu es là, tu te dis, mais moi, ça va être la galère. Il faut que je trouve un petit boulot qui me permettra de survivre et de gagner ma vie. C'est le but ultime. Tu vois, heureux, même pas j'y pense. Mais déjà, me mettre en sécurité. C'était ça le. Moi, je pensais beaucoup à ça. Mes parents aussi, parce qu'ils ont vu que je déconnais. Ils ont vu que ça craignait, quoi. C'est intéressant parce que là, ce dont tu parles, c'est la fameuse échelle de Maslow. En priorité, pour s'épanouir, vraiment la base, le socle, c'est la sécurité. C'est ça l'échelle de Maslow? Ouais, et après, on fonctionne par étapes pour arriver en haut de cette pyramide où on va chercher l'épanouissement personnel. Ah oui, mais il y a des étapes. Donc, voilà, et la sécécurité alimentaire, financière, avoir un toit, ça, c'est vraiment la base avant de pouvoir explorer la suite. Ouais. Oui, mais l'épanouissement, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le bonus, quoi. Mais je vois très bien. Maslow, il s'appelle, lui? Ouais. Ok. Voilà, donc tu parleras de Maslow et l'adolescent que tu étais. Merci d'être venu dans Le Passage, d'avoir témoigné au sujet de ton chemin de traverse. Est-ce que tu peux nous dire ton actu du moment, où est-ce qu'on peut te retrouver et ce qui se passe cette année en tournée dans toute la France, voire un peu plus loin, jusqu'à fin août 2026. Et après, il y aura de nouvelles aventures discographiques et de tournées. Donc, voilà, donc j'ai encore une centaine de concerts à venir. Wow, ça a été une sacrée organisation pour nous aussi, la maison. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être que l'épisode t'a plu. Alors, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast, à lui laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour qu'il voyage davantage. Retrouve-moi sur Le Cœur Net. Viens poser tes questions, partager ton expérience et échanger avec une communauté bienveillante. Et si tu veux du concret, du précis, du vraiment utile au quotidien, inscris-toi à ma newsletter santé dans les notes de cet épisode et aussi sur mon compte au programme des tips, des docs, des recommandations médicales et psy pour t'éclairer et surtout t'aider vraiment.